Le cercueil est petit. Trop petit. C'est la première pensée cohérente qui me vient alors qu'ils descendent Léo dans la terre. La dernière demeure de mon fils de 9 ans. Mes mains n'arrêtent pas de trembler. J'ai essayé de les presser contre ma robe noire, de les serrer jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, même de les fourrer dans mes poches. Rien ne marche. Les larmes coulent sans fin, rivière silencieuse sur mes joues que je ne prends plus la peine d'essuyer. Mon estomac se noue à chaque vrombissement mécanique du système de poulie qui abaisse son cercueil, et mes genoux menacent de flancher sous moi. L'employé du cimetière me fait un signe de tête, attendant un signal que je suis prête pour ce moment. Je ne le serai jamais. Il y a 8 mois, les médecins ont enfin nommé le monstre qui volait la force de mon fils. Trouble sanguin rare, ont-ils dit, comme si l'étiqueté pouvait le rendre moins terrifiant. Léo a mieux pris la nouvelle que moi, son petit visage grave mais déterminé tandis que le médecin expliquait les traitements. Ça va faire mal, a-t-il demandé, sa voix stable. Parfois, a répondu honnêtement le médecin, mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider. Il ne s'est jamais plaint pendant 8 mois d'aiguilles, de transfusions, de médicaments au nom que je pouvais à peine prononcer. Même lorsque son petit corps était ravagé par des fièvres qui le laissaient tremblant sous les couvertures de l'hôpital, il levait les yeux vers moi avec ses yeux si semblables à ceux de son père et disait « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas, Amélie. » Maintenant, je me tiens seule devant sa tombe, la douleur de leur absence, une douleur physique aussi aiguë que la perte elle-même. Mes parents, qui devraient se tenir à mes côtés. Ma sœur, Victoire, qui avait promis d'être toujours là pour nous. Margot, ma meilleure amie depuis la 3e, qui m'a tenu la main pendant mon divorce mais n'a pas pu se donner la peine de venir aujourd'hui. Je sors mon téléphone, un geste réflexe que je regrette immédiatement. Le fil Instagram de Victoire se charge automatiquement. Des photos de sa fête de fiançailles à l'hôtel Grand Horizon inondent mon écran. Ça se passe en ce moment, à cet instant précis. La voilà, verre de champagne levé, diamant scintillant, nos parents rayonnant à ses côtés. L'horodatage indique que la publication a été faite il y a 20 minutes, pendant que j'écoutais le ministre prononcer des mots qui ne pouvaient en aucun cas capturer qui était Léo. « Vous allez bien, ma chère ?» Je lève les yeux pour voir Madame Dubois, ma voisine âgée, la seule personne à être venue aujourd'hui. Sa main usée se pose légèrement sur mon bras, ses yeux pleins d'une réelle inquiétude. Pendant 18 mois, elle a apporté des repas faits maison chez nous quand j'étais trop épuisée par les visites à l'hôpital pour cuisiner. Elle s'est assise avec Léo quand j'avais besoin de prendre une douche ou de dormir. Elle n'a jamais traité sa maladie comme un inconvénient. Ils ne sont pas venus, je murmure, les mots à peine audibles. Aucun d'eux. Je n'arrête pas de me souvenir du rire de Léo, le vrai, avant la maladie, quand il jaillissait de quelque part de profond et d'incontrôlé. Comment il avait déclaré à 7 ans qu'il allait devenir médecin pour réparer des enfants comme lui un jour. La façon dont il insistait pour porter son pyjama de super-héros au traitement de chimio parce que les super-héros sont courageux, même quand ils ont peur. Ce garçon vous aimait plus que tout au monde, dit Madame Dubois doucement. Je hoche la tête, me souvenant comment Marc, mon ex-mari, avait mis en place un fonds de fiducie universitaire de 850 000 € pour Léo avant que son entreprise ne le transfère à l'étranger. Si jamais il arrive quelque chose, avait-il dit, vous êtes la bénéficiaire résiduelle. Je sais que vous honorerez sa mémoire. Il ne pouvait pas savoir à quel point ces mots prendraient de l'importance si tôt. Une partie de moi veut appeler mes parents, crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Comment ont-ils pu choisir la fête de fiançailles de Victoire plutôt que les funérailles de leur petit-fils ? Une autre partie est trop engourdie pour ressentir quoi que ce soit. J'ai passé 18 mois à me battre pour la vie de mon fils, à dormir sur des chaises d'hôpital, à mémoriser la terminologie médicale, à plaider quand les médecins rejetaient les symptômes. Maintenant, il n'y a plus rien pour quoi se battre. Mon téléphone vibre avec un message texte. Le nom de ma mère apparaît à l'écran. Nous devons parler. Apporte les documents du fonds de fiducie demain. Je fixe le message, le lis 2 fois pour m'assurer que je comprends. Ils ne sont pas venus aux funérailles de Léo, mais ils s'intéressent à son fonds de fiducie. Quelque chose de froid et d'analytique traverse mon chagrin pour la première fois aujourd'hui. Quelque chose ne colle pas. Je réponds, j'enterre mon fils aujourd'hui. Je ne peux pas parler de paperasse maintenant.
Sa réponse arrive immédiatement. Ne sois pas dramatique, Amélie. C'est important pour toute la famille. Toute la famille. La même famille qui n'a pas pu épargner 2 heures pour dire au revoir à Léo. La réalité de ce qui se passe commence à se cristalliser. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de la dernière chose que j'ai de mon fils. Son héritage. L'avenir qu'il n'aura jamais. Je réalise avec une clarté soudaine que je suis seule dans ce combat. Mes parents, Victoire, même Margot, ils sont unis. Ils se coordonnent. Pendant que je suis vulnérable et isolée dans mon chagrin. Qu'ont-ils planifié? Depuis combien de temps? Madame Dubois remarque ma détresse. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui montre le message de ma mère, regardant son visage se durcir alors qu'elle le lit. Oh mon Dieu, dit-elle doucement. Ils ne peuvent pas penser. Je coupe complètement mon téléphone. Quoi qu'ils veuillent, ça peut attendre. Ce moment appartient à Léo. Je ne les laisserai pas me prendre ça aussi. Madame Dubois pose une main douce sur mon épaule. Vous n'êtes pas seule, ma chère. Je suis là. L'employé du cimetière s'approche hésitamment. Je suis désolée, mais nous devons terminer le service. Je regarde le cercueil de Léo, suspendu au-dessus de la terre ouverte. Suis-je censée partir maintenant? Le laisser ici seul? Mon corps est figé, incapable de faire ce premier pas. Madame Dubois s'avance. Donnez-lui un instant, s'il vous plaît. Elle dit au revoir à son garçon. L'employé hoche la tête et recule, respectant la limite que Madame Dubois a créée. Je fouille dans ma poche et en sors la figurine d'action préférée de Léo, celle qu'il insistait pour garder avec lui à chaque séjour à l'hôpital. Je m'agenouille près de la tombe et la dépose délicatement sur son cercueil. Je protégerai ce qui est à toi, je le promets, je murmure. Tandis que je me lève, quelque chose se déplace en moi. À travers le brouillard du chagrin, une petite étincelle s'allume. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais une chose avec une certitude absolue. Ils ne prendront pas l'héritage de mon fils sans un combat. Le matin après les funérailles est gris et pluvieux, à l'image de mon humeur alors que je me rends en voiture à la maison de style colonial de mes parents à Chêne-Hauteur. Je serre trop fort le volant, mes jointures blanchissant à chaque kilomètre qui me rapproche de leur maison. Ma gorge se serre à l'idée de les voir après hier, après qu'ils aient choisi la fête de fiançailles de Victoire plutôt que les funérailles de leur propre petit-fils. Je me gare derrière une BMW argentée familière, la voiture de Margot. Bien sûr, elle est là aussi. La porte d'entrée s'ouvre avant que je n'y parvienne. Mon père se tient dans l'entrée, son visage un masque de préoccupation paternelle bien rodé qui n'atteint pas ses yeux. Amélie, entrez. Nous vous attendions. Le salon ressemble à une salle de conférence. Victoire est assise sagement sur le canapé crème, jambes croisées à la cheville, ses cheveux blonds coiffés en un chignon parfait. Margot est perchée à ses côtés, étudiant sa manucure avec une fascination soudaine quand j'entre. Ma mère se tient près de la cheminée, une main posée sur une photo de famille encadrée où nous sourions tous une performance pour l'appareil photo. Personne ne mentionne Léo. Personne ne dit qu'ils sont désolés. Mon père ne perd pas de temps. Il se dirige vers la table basse en acajou où un dossier est ouvert, des papiers soigneusement empilés. Nous devons réaffecter le fonds de fiducie avec Victoire comme fiduciaire. Annonce-t-il, faisant glisser un document vers moi. Signé ici et ici. Je ne tends pas la main pour le stylo. De quoi parlez-vous? Victoire décroise ses jambes et se penche en avant. Amélie, vous n'êtes pas en état de gérer ce genre d'argent. Nous essayons d'aider. Ma mère s'approche, sa voix mielleuse de fausse sympathie. Vous avez toujours été impulsive avec les finances. Vous vous souvenez de cette boutique que vous vouliez ouvrir après la fac? Heureusement que votre père vous en a dissuadé. Je jette un coup d'œil à Margot, espérant un signe de l'amitié que nous partagions autrefois. Elle rencontre mes yeux brièvement avant de détourner le regard, son silence confirmant son allégeance. Nous avons déjà parlé à l'avocat de Marc, dit mon père, tapotant les papiers. Étant donné votre état mental, il est d'accord pour dire que c'est la voie prudente. Les mots frappent comme des coups physiques. Je ramasse un des documents,
reconnaissant un langage juridique concernant les évaluations de compétences mentales. Une autre page attire mon attention des recherches sur le droit des fiducies datant d'il y a 14 mois, lorsque Léo a été hospitalisé pour la première fois. Vous planifiez ça depuis que Léo est tombé malade, je murmure, la réalisation me brûlant. Pendant que j'étais assise au chevet de son lit d'hôpital, vous cherchiez comment prendre son argent s'il mourait. Victoire soupire dramatiquement. Vous exagérez encore. C'est exactement pourquoi nous sommes inquiets. Mon père sort un autre document, le faisant glisser sur la table. Si vous refusez de signer, nous sommes prêts à demander la tutelle. Le tribunal comprendra que le chagrin a compromis votre jugement. L'ampleur de leur trahison se cristallise. Ils ont ignoré la maladie de Léo pendant 8 mois, me traitant de surprotectrice quand j'insistais sur le fait que quelque chose n'allait pas du tout. Maintenant, je comprends pourquoi ils se positionnaient depuis le début, attendant le pire. Mon monde bascule, la réalité se reconstruisant autour de cette terrible vérité. Souvenir après souvenir se réalignent sous cette nouvelle lumière. Ma mère, il y a 10 mois, c'est probablement juste de l'anémie, Amélie. Tu fais toujours des montagnes avec des taupinières. Mon père, quand Léo avait besoin d'un traitement spécialisé, ces médecins profitent de ton anxiété. Il a juste besoin de vitamines. Elle, Victoire, refusant de lui rendre visite à l'hôpital, les hôpitaux sont déprimants. Et puis, il va guérir de toute façon. Je vois un plan dépassant dessous les documents du fonds de fiducie. Je le tire des plans de rénovation gratuits pour la nouvelle maison de Victoire. Une rénovation de cuisine à 200 000 €. Une salle de cinéma. Une piscine avec une cascade. Vous ne lui avez même jamais rendu visite à l'hôpital, je dis, ma voix se raffermissant avec la clarté de la colère. Pas une seule fois en 8 mois. Victoire secoue la tête, impatiente. Nous faisons tous notre deuil différemment, Amélie. Certains d'entre nous gèrent mieux. La cruauté désinvolte de ces mots me stupéfie. Pour la première fois, je vois ma famille clairement non pas comme le système de soutien aimant auquel j'ai désespérément essayé de croire, mais comme des personnes qui nous considèrent, Léo et moi, comme des accessoires dans leur image familiale parfaite. Utiles seulement quand cela les arrange. Pourquoi maintenant, je demande. Pourquoi cette urgence soudaine? Victoire échange des regards avec mes parents. Quelque chose passe entre eux. Une communication silencieuse qui m'exclut comme toujours. Bien. Vous méritez de savoir. Dit Victoire finalement. La société de développement de Robert fait face à des problèmes de trésorerie. Le mariage pourrait devoir être reporté à moins que nous n'obtenions des fonds supplémentaires. Ma mère tripote son collier de perles. Et il y a la propriété de vacances à Hilton Head. Le marché a tourné, et nous sommes un peu à découvert. Nous ne sommes pas des méchants, Amélie, dit mon père, son ton s'adoucissant à celui qu'il utilise pour conclure des affaires. Nous sommes une famille confrontée à des circonstances difficiles. Margot prend enfin la parole, sa voix petite. Mon divorce sera finalisé le mois prochain. Victoire m'a promis un poste dans l'entreprise de Robert. J'ai besoin de ça, Amélie. J'ai les jumeaux à qui penser. Je les vois maintenant, non pas comme des méchants de dessins animés, mais comme des personnes effrayées, prêtes à me sacrifier pour maintenir leur style de vie, leur statut, leur confort. Si vous ne signez pas, nous devrons prendre des mesures plus drastiques, prévient mon père, son masque bienveillant glissant. Ma mère me tend la main. Après tout ce que nous avons fait pour vous et Léo toutes ces années. Je manque de rire. Qu'ont-ils fait exactement? Envoyer des cartes d'anniversaire avec des billets de 20 €? Appeler une fois par mois pour poser des questions superficielles sur nos vies? Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être, dit mon père, la voix durcissant. Tu ne penses pas clairement. Victoire consulte sa montre. Nous avons besoin que cela soit réglé dans les 60 jours avant la prochaine échéance de financement du projet de Robert. Le désespoir dans leurs yeux me dit tout. Ils ont besoin de l'argent de Léo, mon argent maintenant, pour résoudre leurs problèmes. Je me lève, rassemble les documents et les replace dans le dossier. J'ai besoin de temps pour réfléchir, je dis, me dirigeant vers la porte. Amélie. La voix de mon père porte l'acuité que je me souviens des disputes d'enfance.
Ne quitte pas cette table. Je ferme la porte d'entrée derrière moi avec une finalité silencieuse. Dans ma voiture, je presse mon front contre le volant, submergé par ce qui vient de se passer. Mon téléphone vibre avec un message d'Angela. Comment ça s'est passé? Je suis là si vous avez besoin de parler. Avant que je puisse répondre, un autre appel arrive, les parents de Marc. Je réponds d'une main tremblante. Amélie. Ma chère. La voix de Marthe est chaleureuse et pleine d'une réelle inquiétude. Nous venons d'apprendre pour les funérailles. Nous sommes tellement désolés de ne pas avoir pu être là. Nous étions en Europe et venons juste d'avoir la nouvelle. Nous aimions tellement ce garçon, ajoute Georges, sa voix brisée. Leur chagrin semble réel, leur inquiétude authentique, contrairement à la performance calculée que je viens de voir de ma famille. En raccrochant, je me souviens de quelque chose que Marc avait mentionné en créant le fonds de fiducie de Léo. Si jamais vous avez des questions, contactez Maître Duval. C'est le meilleur avocat spécialisé en fiducie de la région. Pour la première fois aujourd'hui, je ressens une lueur d'espoir. Je ne suis pas seule dans ce combat. Angela, qui a vu comment je prenais soin de Léo tous les jours. Les parents de Marc, qui l'aimaient sans condition. Maître Duval, qui sait exactement ce que Marc avait l'intention de faire de l'argent de Léo. Je démarre la voiture. Ma décision est prise. Je n'essaierai pas de mener cette bataille seule. Je prends mon téléphone et trouve le numéro de Maître Duval dans mes contacts. Le cabinet de Maître Duval? Répond une réceptionniste. J'ai besoin de lui parler immédiatement, je dis, me surprenant par la fermeté de ma voix. C'est à propos du fonds de fiducie de Léo Dubois. Le même jour, le cabinet d'avocats de Maître Duval brillait de bois poli et de livres reliés en cuir. Je serre mon dossier de documents si fort que mes jointures blanchissent. Après 2 nuits blanches à faire des recherches sur le droit des fiducies en ligne, je ne suis toujours pas sûre de comprendre quel droit j'ai ou comment ma famille pourrait tenter de me prendre l'héritage de Léo. Maître Duval se lève de derrière son bureau en acajou lorsque son assistante me fait entrer. Il est plus âgé que je ne l'attendais, avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture perchées sur le nez. Sa poignée de main est ferme, ses yeux gentils mais scrutateurs. Madame Dubois, veuillez vous asseoir. Je suis vraiment désolée pour votre fils. Merci. Ma voix se brise. J'ai entendu ces mots des dizaines de fois la semaine dernière, mais son ton porte une empathie authentique plutôt qu'une obligation. Je fais glisser le dossier sur son bureau. Ce sont tous les documents que j'ai concernant le fonds de fiducie de Léo. Mon ex-mari Marc l'a mis en place avant que son entreprise ne le transfère à l'étranger. Maître Duval ouvre le dossier, parcourant le contenu avec une efficacité professionnelle. Il hoche la tête occasionnellement, s'arrêtant pour lire certaines sections plus attentivement. Le silence s'étire jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Ma famille veut que je leur cède le contrôle du fonds de fiducie. Ils prétendent que je ne suis pas assez mentalement stable pour le gérer à cause de mon chagrin. Les mots ont un goût amer sur ma langue. Ils ne sont même pas venus aux funérailles de Léo. Maître Duval lève brusquement les yeux. Ils n'ont pas assisté aux funérailles? Non, ma sœur Victoire avait sa fête de fiançailles le même jour. Mes parents et mon ancienne meilleure amie Margot ont choisi d'y aller à la place. Il enlève ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Je me souviens quand Marc a mis en place ce fonds de fiducie. Il était très précis sur ses intentions. Maître Duval ouvre le tiroir de son bureau et en sort un dossier manille avec le nom de Marc sur l'onglet. Mon souffle se coupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait des dossiers séparés. Marc était exceptionnellement minutieux, explique Maître Duval, extrayant un document notarié. Ceci est sa déclaration d'intention pour le fonds de fiducie. Il me tend le papier, et je lis l'écriture familière de Marc. Ce fonds de fiducie est destiné à assurer l'avenir de Léo, et si le pire arrive, à subvenir aux besoins d'Amélie, qui a tout sacrifié pour ses soins. Les larmes brouillent ma vision. Même de l'autre côté de l'océan, Marc s'était préparé à cette éventualité. Avait vu ce que je ne pouvais supporter de reconnaître. Il y a plus, dit Maître Duval, tournant son écran d'ordinateur pour que je puisse le voir. Ce sont des relevés téléphoniques de notre cabinet au cours de la dernière année. Le tableau montre plusieurs appels provenant de numéros que je reconnais immédiatement.
Le téléphone fixe de mes parents et le portable de Victoire. Ils vous ont contacté? À propos du fonds de fiducie de Léo? Ma voix s'aiguise. Pas moi spécifiquement. Ils ont appelé pour se renseigner sur les dispositions du fonds de fiducie et les lois sur les bénéficiaires. Mon assistante l'a signalé parce qu'elle a reconnu les noms du dossier de Marc. Ils n'ont jamais réellement parlé à un avocat ici. Une clarté traverse mon chagrin pour la première fois depuis des jours. Ils connaissaient les termes du fonds de fiducie avant la mort de Léo. C'est pourquoi ils planifiaient cela. Il semble que oui, dit Maître Duval, son expression se durcissant. Madame Dubois, je veux être claire sur quelque chose. Ce fonds de fiducie contient des dispositions explicites empêchant l'ingérence familiale. Marc a mis en place plusieurs couches de protection spécifiquement pour s'assurer que les fonds iraient à Léo ou à vous en tant que bénéficiaire résiduel. Ils n'ont aucune base légale pour contester cela. Le fonds de fiducie est blindé. Le poids qui pesait sur ma poitrine s'allège légèrement. Donc, ils ne peuvent pas le prendre? Légalement, non. Mais ils pourraient essayer d'autres tactiques. Prétendre que vous êtes mentalement inapte en raison du chagrin, par exemple. Je pense aux messages textes dédaigneux de ma mère lors des funérailles, au calcul froid de Victoire, au silence gêné de mon père alors qu'il me présentait des papiers à signer. Donc je n'ai pas besoin de les combattre pour le fonds de fiducie, je dis lentement, les morceaux s'assemblant. J'ai juste besoin de prouver leurs intentions. Les yeux de Maître Duval se plissent pensivement. Cela renforcerait certainement votre position. Avez-vous des preuves documentées de leur tentative de prendre le contrôle? Je sors mon téléphone, lui montrant les messages textes de ma mère du jour des funérailles. Ses sourcils se lèvent en lisant. C'est extrêmement utile, dit-il. Maintenant, je suggère que nous organisions une réunion avec votre famille, à vos conditions, dans un lieu public. 2 jours plus tard, je suis assise à une table d'angle du café de la Rivière, une enveloppe manille placée délibérément devant moi. Le magasin bourdonne de clients l'après-midi, exactement comme je l'avais espéré. Le conseil de Maître Duval résonne dans mon esprit. Les lieux publics découragent les scènes, contrôlent le récit dès le début. Amélie. Angela attend dans sa voiture de l'autre côté de la rue, prête si j'ai besoin de renfort. Richard est en attente d'un appel. Pour la première fois depuis le diagnostic de Léo, je ne me sens pas complètement seule. Ma famille arrive ensemble, Victoire menant la procession en lunettes de soleil de designer, mes parents la suivant comme des accompagnateurs. Margot traîne derrière, évitant mes yeux. Il s'installe autour de la table sans commander de boisson, s'attendant clairement à ce que ce soit bref. Victoire tend immédiatement la main vers l'enveloppe manille. Alors, tu as signé les papiers? Je savais que tu serais raisonnable. Je pose fermement ma main sur l'enveloppe. Avant de discuter de papier, je veux savoir pourquoi aucun de vous n'est venu aux funérailles de Léo. Ma mère soupire dramatiquement. Amélie, nous avons déjà parlé de ça. Les fiançailles de Victoire étaient prévues il y a des mois, nous ne pouvions pas tout annuler si rapidement. C'étaient les funérailles de votre petit-fils, je dis doucement. Et nous avons fait notre deuil à notre manière, répond mon père, jetant un coup d'œil nerveux aux tables voisines. Chacun gère la perte différemment. J'ouvre l'enveloppe et en sors plusieurs photos, des captures d'écran de l'Instagram de Victoire, horodatées pendant les funérailles de Léo. Verre de champagne levé, bague en diamant scintillante, tout le monde rit. Pendant que j'enterrais mon fils, vous buviez du champagne et riez. Ma voix reste stable, mais les gens aux tables voisines jettent un coup d'œil. Le visage de Victoire s'empourpre. Tu sors ça de son contexte. Ce n'est pas juste. Je sors un deuxième document de l'enveloppe, les termes notariés du fonds de fiducie avec aucun amendement sans octroi ou consentement, surlignés en jaune. Marc a été très clair sur ses intentions. Cet argent est l'héritage de Léo pour moi. Mon père tend la main vers les papiers. Laissez-moi voir ça. Je les retire avant qu'il ne puisse les attraper. J'ai parlé avec Maître Duval. Il a la déclaration d'intention originale de Marc. Le fonds de fiducie ne peut être modifié, transféré ou accédé par personne d'autre que moi. L'expression soigneusement composée de Victoire se fissure. Tu ne mérites pas cet argent, tu vas juste le gaspiller.
Sa voix porte. Plusieurs clients se retournent pour la fixer. Baisse la voix. Siffle ma mère. Pourquoi, je demande, regardant directement Victoire. As-tu peur que les gens entendent comment tu as essayé de profiter de ta sœur en deuil? Comment tu n'as pas pu te donner la peine d'assister aux funérailles de ton neveu mais que tu veux son fonds universitaire? Victoire se lève brusquement. C'est ridicule. Nous essayons de t'aider. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide, je dis, rassemblant les papiers dans l'enveloppe. Je ne signe rien. Jamais. Mon père se penche en avant, la voix basse et menaçante. Tu fais une erreur, Amélie. Nous pouvons te rendre les choses très difficiles. Vous l'avez déjà fait, je réponds, me levant. Toute ma vie. Mais plus maintenant. Je sors, sentant leur regard brûler mon dos. Dehors, Angela attend dans sa voiture, la fenêtre baissée. Quand je me glisse sur le siège passager, elle me sourit fièrement. Tu leur as tenu tête. Bien joué. Mon téléphone sonne. Richard appelle pour une mise à jour. Comment ça s'est passé, demande-t-il quand je réponds. Devons-nous nous préparer à une action en justice immédiate? Je décris la confrontation pendant qu'Angela nous éloigne du café. Richard écoute attentivement, puis confirme que nous sommes en bonne position légalement. Ils essaieront probablement autre chose, prévient-il. Mais vous avez établi des limites, ce qui est crucial. Après avoir raccroché, un autre appel arrive, les parents de Marc. Ils proposent de venir de Nice pour témoigner des intentions de Marc si nécessaire. Nous avons toujours su que les soins de Léo étaient votre priorité, dit la mère de Marc. Nous vous soutiendrons de toutes les manières possibles. Un message texte suit de Marc, mon ancien collègue qui a rendu visite à Léo régulièrement pendant ses séjours à l'hôpital. Angela m'a dit ce qui se passe. Quoi que vous ayez besoin, je suis là. Pour la première fois depuis des semaines, je sens le poids sur ma poitrine s'alléger. Je ne me bats plus seule. Dans l'allée d'Angela, je prends un moment avant de sortir de la voiture. Je touche la photo de Léo sur mon tableau de bord, sa dernière photo d'école, prise avant qu'il ne tombe malade, son sourire toujours radieux d'espoir. Première étape franchie, mon pote, je murmure. Angela me serre la main. Tu as été merveilleuse aujourd'hui. Je hoche la tête, fixant l'horizon. Mais ils n'abandonneront pas facilement. Ils essaieront quelque chose de plus grand ensuite. Et nous serons prêtes, dit Angela fermement. Tu n'es plus seule, Amélie. Je prends une profonde inspiration, sentant quelque chose d'inhabituel monter en moi. Pas seulement le chagrin, pas seulement la colère, mais la détermination. Ils n'ont pas pu se donner la peine de dire au revoir à mon fils. Ils ne décideront pas ce qu'il adviendra de son héritage. 3 jours après la confrontation au café, j'étale des documents sur le bureau en acajou de Maître Duval, mes mains fermes alors que je les arrange en pinette. Le chagrin pulse toujours sous ma peau, mais quelque chose d'autre a émergé à ses côtés, une objectivité froide et claire qui me surprend par son intensité. Ils déposeront une demande de tutelle, dit Maître Duval, tapant du doigt sur un mémoire juridique. Son bureau sent le cuir et les vieux livres, le genre d'endroit où les batailles sont planifiées plutôt que menées. Ils essaieront de prouver que vous êtes mentalement inapte en raison du chagrin. C'est leur chemin le plus clair vers le fond de fiducie. Je hoche la tête, étudiant la chronologie. J'ai créé 18 mois de maladie de Léo, détaillés avec une précision minutieuse. Victoire ne fait jamais son sale boulot elle-même. Elle utilisera papa et maman comme pétitionnaires, peut-être même Margot. Observation intelligente, dit Maître Duval, un respect sincère dans la voix. Nous devons documenter chaque interaction depuis le diagnostic de Léo, chaque visite à l'hôpital que vous avez faite, chaque rendez-vous qu'ils ont manqué. Je sors mon téléphone, ouvrant mon calendrier. J'ai les dossiers de tous les rendez-vous, je peux prouver que je n'en ai jamais manqué un seul. Ma voix se brise légèrement. Pas même le jour après le départ de Marc à l'étranger. Maître Duval prend une note. Et vos parents? Victoire? 0 visite. Pas quand il a été diagnostiqué. Pas pendant les 3 semaines qu'il a passées en isolement après l'échec du traitement de la moelle osseuse. Le souvenir pique, mais je le surmonte. Pas même quand les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire.
Documentez tout, dit Maître Duval. Nous ne bougeons pas encore. Nous préparons. Nous recueillons des preuves. Nous anticipons leur attaque. Quand ils viendront, nous serons prêts. Je passe mon doigt le long d'une facture d'hôpital, me souvenant comment j'avais appris à déchiffrer les codes médicaux et à contester les refus d'assurance. Comment j'étais devenue l'avocate de Léo quand personne d'autre ne le ferait. 8 mois de traitement et pas une seule visite de. Pas une. Maître Duval se penche en avant. Amélie, je dois vous faire comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de prouver que vous êtes mentalement compétente. Il s'agit de prouver qu'il ne se souciait jamais de Léo, seulement de son argent. Les mots font mal, mais la vérité qu'ils contiennent me raffermit. Alors c'est exactement ce que nous prouverons. Au cours de l'heure suivante, nous trions les relevés financiers, montrant ma gestion méticuleuse des dépenses médicales de Léo. Maître Duval fait venir un notaire pour qu'il soit témoin de ma signature des affidavits. La préparation ressemble à la construction d'une armure. Chaque document, une autre plaque de protection autour de l'héritage de Léo. Ils prétendront que votre chagrin vous rend instable, prévient Maître Duval. Nous devons contrer ce récit avant qu'il ne puisse l'établir. Angela a tenu un journal, jeudi, me surprenant de cette connaissance. Elle a documenté chaque fois qu'elle a aidé Léo pendant sa maladie, elle me l'a dit hier. Maître Duval hoche la tête avec approbation. Parfait. Les observations d'un tiers neutre auront un poids significatif. Je sors mon carnet. J'ai aussi contacté l'oncologue principal de Léo et son instituteur. Tous deux sont prêts à fournir des déclarations de caractère. Excellent, dit Maître Duval. Maintenant, qu'en est-il de Marc ? Son intention lors de la création du fonds de fiducie pourrait être cruciale. J'ai appelé ses parents hier soir. Il se coordonne avec son avocat pour documenter ses intentions originales. Les mots viennent facilement maintenant. Chaque mouvement stratégique est clair dans mon esprit. Et j'ai installé des caméras de sécurité chez moi. S'ils essaient de me confronter à nouveau, ce sera documenté. Maître Duval prend une note. Je consulte le docteur Moreau demain. C'est une experte en psychiatrie qui pourra vous évaluer et contrer toute contestation de votre aptitude mentale qu'il pourrait présenter. J'hésite avant de partager ma prochaine pensée. J'ai recueilli des captures d'écran. Chaque fois qu'ils ont minimisé la maladie de Léo comme n'étant rien de grave. Chaque message texte où ils prétendaient que j'exagérais. Ma voix durcit. Ils ont créé un schéma de minimisation de son état tout en planifiant de prendre son fonds de fiducie. C'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin, dit Maître Duval doucement. Non seulement pour vous défendre, mais pour exposer leur motivation. Je regarde par la fenêtre de son bureau les feuilles d'automne qui dansent sur le parking. Léo aimait l'automne, les couleurs, l'odeur de la cannelle, la façon dont les feuilles craquaient sous ses pieds. En octobre dernier, je l'avais emmené dehors de l'hôpital juste pour qu'il puisse sentir l'air frais sur son visage. Ça va, demande Maître Duval. Juste des souvenirs, je dis, revenant au présent. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Tandis que Maître Duval expose nos prochaines étapes, mon téléphone vibre avec un message d'Angela. Je viens d'entendre Marthe à l'hôpital. Margot posait des questions sur le calendrier de traitement de Léo. Sois prudente. Mon estomac se serre. Je montre le message à Maître Duval. Il amasse des munitions, dit-il sombrement. Margot aurait accès à des informations sur le moment où vous étiez à l'hôpital, votre état émotionnel pendant le traitement. Elle a signé quelque chose, n'est-ce pas ? La réalisation me frappe comme un coup physique. Un affidavit affirmant que j'étais instable pendant la maladie de Léo. Le silence de Maître Duval confirme mes soupçons. C'était mon ami depuis la 3e, je murmure, la trahison me coupant plus profondément que je ne l'avais imaginé. Elle m'a tenu la main pendant mon divorce. Victoire recrute quiconque ayant une connaissance privilégiée de votre vie, dit Maître Duval doucement. Cela augmente considérablement le niveau de menace. Je me souviens maintenant des visites de plus en plus rares de Margot à mesure que l'état de Léo s'aggravait. Son expression mal à l'aise quand je m'effondrais après un pronostic particulièrement dévastateur. La façon dont elle avait cessé de croiser mon regard pendant ces dernières semaines.
Elle prétendra avoir été témoin d'un comportement erratique, je dis, ma voix creuse. Et elle n'aura pas entièrement tort. Je me suis parfois effondrée. Qui ne le ferait pas? Pour la première fois depuis le début de notre séance stratégique, le doute s'insinue. Peut-être ont-ils raison. Peut-être que je suis en train de m'effondrer. Je regarde mes mains tremblantes. Regardez-moi. Non, dit Maître Duval fermement. C'est exactement ce qu'ils veulent vous faire douter de vous-même. Mon téléphone vibre à nouveau. Angela, passant par le bureau de Maître Duval, a trouvé mes journaux. Il faut que vous les voyiez. 30 minutes plus tard, Angela entre, portant une pile de carnets. Ses cheveux argentés sont soigneusement épinglés, ses yeux féroces d'énergie protectrice. Margot peut dire ce qu'elle veut, annonce Angela, posant les journaux sur le bureau de Maître Duval. Mais j'ai tout documenté. Chaque jour que vous avez passé à l'hôpital. Chaque nuit que vous avez passé à veiller Léo quand il ne pouvait pas dormir. Chaque repas que j'ai apporté parce que vous ne quittiez pas son chevet. Elle prend mes mains dans les siennes. Ne les laissez pas vous faire douter de vous-même, Amélie. C'est exactement ce qu'ils veulent. La chaleur de ses mains raffermit les miennes. Je regarde Angela, puis Maître Duval, puis la montagne de preuves que nous avons accumulées. L'héritage de mon fils protégé par la vérité, fait documenter par fait documenté. Vous avez raison, dis-je, redressant mes épaules. Je dois me préparer à une campagne de diffamation, pas seulement à des défis juridiques. En organisant les journaux d'Angela dans notre pile de preuves, je réalise que nous construisons plus qu'une défense juridique. Nous créons un monument à la vérité de qui a vraiment soutenu Léo quand cela comptait et qui ne l'a pas fait. Plus tard ce soir-là, après le départ d'Angela, mes mains tremblaient alors que je scotchais la dernière photo sur le tableau des preuves dans le bureau de Maître Duval. Elle montre mes parents à la fête de fiançailles de Victoire, verre de champagne levé en célébration, exactement 42 minutes après que le cercueil de Léo ait été descendu en terre. C'est la dernière pièce, dit Maître Duval, reculant pour inspecter notre travail. Le mur de la salle de conférence s'est transformé en une chronologie complète de la trahison, des dossiers médicaux montrant chaque rendez-vous auquel j'ai assisté, des relevés financiers prouvant une gestion responsable des dépenses médicales de Léo, des déclarations de témoins du personnel hospitalier, des voisins et des professeurs de Léo. Une absence documentée de 18 mois de ma famille pendant la maladie de Léo. Est-ce que ce sera suffisant, je demande, redressant un document qui détaille l'accès non autorisé de Victoire aux dossiers médicaux de Léo. Maître Duval ajuste ses lunettes, son expression sérieuse mais confiante. Ils déposeront une demande de tutelle d'urgence en affirmant que vous êtes mentalement inapte, mais nous avons anticipé tous les arguments qu'ils pourraient présenter. Ils tapotent la déclaration notariée des parents de Marc. Cela seul rend leur position légalement ténue. Je trace mon doigt le long de la chronologie que nous avons créée. 8 mois de visite à l'hôpital, d'innombrables nuits à dormir sur des chaises inconfortables au chevet de Léo. Les traitements, les espoirs, les revers, tout documenté avec un soin méticuleux. Je n'ai jamais pensé que j'aurais besoin de prouver que j'étais une bonne mère, je murmure. Vous ne devriez pas avoir à le faire, dit Maître Duval, posant une main de soutien sur mon épaule, mais les gens qui veulent ce qui n'est pas à eux créeront le récit qui les arrange. Comme sur commande, mon téléphone vibre avec un message d'Angela. Je le lis à voix haute. 23 voisins ont signé la pétition de caractère. Une petite victoire, mais chacune renforce notre position. J'ai passé la semaine dernière à rassembler un arsenal de vérité contre l'attaque inévitable de ma famille. Des caméras de sécurité surveillent maintenant ma maison, enregistrant toute visite non invitée. J'ai documenté chaque message texte, chaque message vocal, chaque publication sur les réseaux sociaux où Victoire met subtilement en doute mon état mental. Il me dépeigne comme instable, je dis, fixant la récente publication Facebook de Victoire demandant des prières pour les membres de la famille aux prises avec des problèmes de santé mentale après une perte. La section des commentaires déborde de réponses sympathiques. Personne ne mentionne qu'elle n'a pas assisté aux funérailles de son neveu. Maître Duval hoche la tête sombrement. Stratégie classique. Ils ne peuvent pas gagner sur le plan juridique, alors ils essaient de gagner d'abord devant le tribunal de l'opinion publique. Le téléphone de son bureau sonne. Maître Duval répond,
son expression s'assombrissant à mesure qu'il écoute. Je vois. Merci de nous avoir prévenus. Il raccroche et se tourne vers moi. C'était mon contact à l'hôpital Saint-Michel. Quelqu'un a demandé les dossiers médicaux complets de Léo hier. Mon estomac se serre. Qui? Victoire a utilisé un ancien formulaire de contact d'urgence pour obtenir l'accès. La pièce semble basculer légèrement. Ils vont tout déformer, je dis, ma voix montant. Ils trouveront la seule fois où j'ai remis en question un dosage de médicaments ou où je me suis montrée émotive avec une infirmière et l'utiliseront pour me faire passer pour incompétente. Ils sont désespérés, dit Maître Duval. Cette violation de la confidentialité montre jusqu'où ils sont prêts à aller. Je serre le bord de la table pour me stabiliser. Qu'est-ce qu'ils font d'autre que nous ne savons pas? Maître Duval ouvre son ordinateur portable. Découvrons-le. Il tape rapidement, puis tourne l'écran vers moi. Ils ont appelé vos anciens collègues de la firme de marketing. Un message LinkedIn de mon ancien superviseur apparaît. Amélie, votre sœur a appelé pour poser des questions sur votre stabilité émotionnelle pendant votre emploi. Que se passe-t-il? Appelle-moi. Ils construisent un dossier contre moi sur tous les fronts, je dis, la colère perçant enfin mon chagrin. Ils essaient d'effacer tout ce que j'ai fait pour Léo. Maître Duval ferme l'ordinateur portable. Nous devons ajouter une demande reconventionnelle en diffamation à notre stratégie. Cela va au-delà du fonds de fiducie, maintenant ils attaquent votre réputation. Je pense au visage courageux de Léo pendant les traitements, comment il ne s'est jamais plaint même lors de ses pires jours. Si mon fils de 9 ans pouvait affronter la mort avec courage, je peux affronter ma famille avec la même détermination. Qu'ils essaient, je dis, ma voix plus stable qu'elle ne l'a été depuis des semaines. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Demande Maître Duval. La vérité. Je réponds, me tournant vers notre tableau de preuves. Chaque moment que j'ai passé avec Léo, chaque décision que j'ai prise pour lui, chaque sacrifice, tout est là. Ils ne peuvent pas l'effacer. Maître Duval hoche la tête avec approbation. Je mettrai à jour notre dossier de réponse juridique pour inclure leurs récentes actions. La nuit, nous avons affiné notre stratégie, tenant compte des tactiques croissantes de Victoire. Maître Duval confirme, notre réponse juridique est complète, témoin de moralité préparée, preuves organisées, demande reconventionnelle prête. Angela appelle alors que je rentre chez moi. Le système de sécurité fonctionne parfaitement, me dit-elle. Je l'ai testé une fois de plus pendant votre absence. Merci, je dis, ressentant une vague de gratitude pour cette femme qui est devenue plus une famille pour moi que mes propres parents. Les parents de Marc arrivent demain. Ils apportent des documents concernant le but original du fonds de fiducie. Vous avez fait tout ce qui était possible pour protéger l'héritage de Léo, dit Angela fermement. Maintenant, nous attendons qu'ils fassent leur mouvement. En me garant dans mon allée, je réalise que quelque chose a changé en moi. Le chagrin paralysant n'a pas disparu, mais il a été rejoint par quelque chose d'autre, une colère féroce et protectrice qui dissipe le brouillard du désespoir. Je n'ai plus peur, je suis en colère, et je suis prête. Le lendemain matin, le coup de la sonnette du shérif résonne comme un marteau. Quand j'ouvre la porte, son visage est d'un blanc professionnel alors qu'il me tend une épaisse enveloppe manille. Amélie Dubois, vous avez été assignée. Mes doigts tremblent en la prenant. Le poids est étrange, trop lourd pour de simples papiers, trop léger pour la destruction qu'il contient. Le shérif incline son chapeau et part tandis que je reste figé sur le seuil de ma porte, l'enveloppe brûlante contre ma peau. À l'intérieur, j'étale les documents sur ma table de cuisine et parcours l'entête. Requête d'urgence pour tutelle. Mon estomac se tord. Ils ne viennent plus seulement pour l'argent de Léo. Ils veulent me contrôler. Le téléphone sonne. Maître Duval. Ils ont déposé, je dis, ma voix creuse. Je sais, je viens de recevoir la notification. Comment allez-vous? Je fixe les affidavits joints à la pétition. La signature de Margot saute aux yeux en premiers 3 pages, détaillant chaque moment de faiblesse qu'elle a observé pendant la maladie de Léo. Les fois où j'ai oublié de manger. La nuit où j'ai sangloté de manière incontrôlable dans le couloir de l'hôpital. Le matin où je ne me souvenais plus si j'avais pris mes propres médicaments.
Ils ont tout déformé, je murmure. Ils ont cité ces dossiers médicaux. Des choses que j'ai dites aux médecins en toute confiance. Victoire n'aurait pas dû avoir accès à ces dossiers, dit Maître Duval, sa voix durcissant. C'est notre contre-attaque. Le comité d'éthique de l'hôpital enquête déjà. Je tourne la page suivante, des relevés financiers montrant mon compte d'épargne épuisé. 18 mois sans revenu stable tout en prenant soin de Léo avait tout épuisé. Ils ont souligné chaque frais de découvert, chaque paiement en retard, le présentant comme une preuve d'irresponsabilité financière plutôt que la réalité d'une mère dépensant tout pour sauver son fils. L'audience est demain, dit Maître Duval. Nous savions que cela allait arriver. Nous sommes prêts. Mais je ne suis pas sûr de l'être. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Ils essaient de me prendre mon autonomie, ma dignité, mon identité même en tant qu'adulte compétente. Le document devant moi dépeint une femme en train de s'effondrer, incapable de prendre des décisions rationnelles, un danger pour elle-même sans surveillance appropriée. Avez-vous vu le journal ? Demande Maître Duval doucement. Je consulte le site web des nouvelles locales sur mon téléphone. Les voilà, mes parents, assis dans leur salon impeccable, le chagrin gravé sur leurs expressions soigneusement composées. Le titre me donne la nausée. La famille demande de l'aide pour une mère en deuil. La citation de mon père apparaît en gras. Cela nous brise le cœur, mais nous devons la protéger d'elle-même. Je passe aux réseaux sociaux et trouve la publication soigneusement élaborée de Victoire, une photo rétro de nos enfants, son bras autour de mes épaules. Parfois, la chose la plus difficile à faire est d'intervenir quand quelqu'un que l'on aime souffre. Veuillez garder notre famille dans vos pensées pendant cette période difficile. Sensibilisation à la santé mentale, la famille avant tout. La section des commentaires déborde de soutien pour eux. Des gens qui ne nous connaissent pas, ne connaissent pas Léo, offrant des prières et des éloges pour leur bravoure à m'aider. Ils m'ont déjà jugé et condamné devant le tribunal de l'opinion publique jeudi. Les tribunaux ne décident pas des affaires en fonction des likes sur Instagram, répond Maître Duval. J'ai déposé notre contre-pétition. Les parents de Marc sont arrivés ce matin, ils sont prêts à témoigner des intentions de Marc pour le fonds de fiducie. Le comité d'éthique de l'hôpital a publié une déclaration formelle concernant l'accès non autorisé au dossier de Léo. Je touche le médaillon en argent autour de mon cou, sentant la photo de Léo à l'intérieur. Et si ce n'est pas suffisant ? Ça le sera, dit Maître Duval avec une confiance tranquille. Angela a plus de 20 voisins qui viennent vous soutenir. Votre ancien superviseur a soumis une déclaration sur votre professionnalisme. Et le docteur Leclerc, le médecin traitant de Léo, a fourni un affidavit louant vos décisions médicales tout au long de son traitement. Mon téléphone sonne avec un message d'Angela. Tout est prêt pour demain. Tout le quartier est derrière vous. Pour la première fois depuis la réception des papiers du shérif, je ressens quelque chose au-delà de la peur, une étincelle de détermination, alimentée par l'absurdité de leurs affirmations. Ils n'étaient pas là. Aucun d'eux. Pas pour un traitement de chimio, pas pour une transfusion sanguine, pas pour une nuit où la fièvre de Léo a atteint 40 degrés Celsius et où j'ai cru que je pourrais le perdre là, dans l'unité d'oncologie pédiatrique. J'ai également soumis les enregistrements de sécurité, poursuit Maître Duval, montrant Victoire et votre mère essayant d'entrer chez vous la semaine dernière pendant que vous me rencontriez. Je me souviens d'être rentré chez moi et d'avoir trouvé la notification de la caméra de la sonnette, regardant l'enregistrement d'elle testant les poignées de porte, jetant un coup d'œil par les fenêtres. Nous contre-attaquons avec tout, dit Maître Duval. La demande d'ordonnance restrictive a été incluse dans notre contre-pétition. Je regarde les documents étalés sur ma table, leurs mensonges imprimés sur du papier à en-tête juridique, officialisés avec des tampons judiciaires et des numéros de dossier. Demain, un juge lira ces mots et prendra des décisions concernant ma vie en se basant sur eux. Reposez-vous, conseille Maître Duval. Demain sera intense. Mais le repos ne vient pas. Je révise mon témoignage pour la 4e fois lorsque l'alerte de la caméra de la sonnette clignote sur mon téléphone à 21h48. Victoire se tient sur mon porche, seule. Je pense à l'ignorer, mais quelque chose me dit de faire face. J'active la fonction d'enregistrement de mon téléphone avant d'ouvrir la porte, gardant la chaîne de sécurité verrouillée. Que voulez-vous, Victoire ?
Elle a l'air différente de la confrontation au café, plus douce en quelque sorte, son expression inquiète plutôt que conflictuelle. Si je ne savais pas mieux, je pourrais croire qu'elle se soucie réellement. Puis-je entrer ? Juste pour parler, demande-t-elle, sa voix douce. Non. Ses épaules s'affaissent légèrement. Amélie, s'il te plaît. Ça ne doit pas être si public. S'il est. Vous l'avez rendu public quand vous avez donné cette interview. Vous l'avez rendu quand vous avez accédé aux dossiers médicaux privés de Léo. Victoire jette un coup d'œil vers la caméra de sécurité, clairement consciente qu'elle est enregistrée. Je vous offre une dernière chance d'éviter l'embarras public. Renoncez à votre opposition à la demande de tutelle. Cédez-moi le contrôle du fonds de fiducie en tant qu'administratrice. Nous retirerons la demande et personne n'aura jamais à savoir pour vous. Épisode. Le mot plane entre nous comme du poison. Épisode. La nuit où vous avez appelé Margot à 3 heures du matin, hystérique à propos de la respiration de Léo. La fois où l'hôpital a failli appeler les services sociaux parce que vous ne vous souveniez plus quand il avait pris ses derniers médicaments. Sa voix reste sympathique, mais ses yeux sont froids. Nous détruirons complètement votre réputation. Tout le monde saura à quel point vous êtes instable. Je sens un étrange calme s'installer en moi. Je pense que vous devriez partir maintenant, Victoire. Son masque glisse alors, juste un instant. Mais c'est suffisant. La rage traverse ses traits avant qu'elle ne se compose. Vous pensez mériter cet argent ? Vous avez toujours été un fardeau. L'enfant a problème. La déception. Elle se penche plus près de la porte. Nous vous avons porté toute votre vie. Maintenant, il est temps que vous fassiez quelque chose pour cette famille. Je ferme la porte sans un mot de plus, mes mains fermes pour la première fois aujourd'hui. J'appelle immédiatement Maître Duval, lui transmettant l'enregistrement. Parfait, dit-il après avoir écouté. Son masque a enfin glissé. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Il est plus de minuit quand Angela arrive avec un sac de voyage. Je pensais que vous auriez besoin de compagnie, dit-elle, posant un thermos de thé sur ma table de cuisine. Merci, je murmure, incertaine de pouvoir expliquer à quel point sa présence signifie. Demain, nous leur montrerons à quoi ressemble la vraie force, dit-elle, me serrant la main. Mon téléphone s'illumine avec un message de Maître Duval. Tout est prêt. Marc croyait en vous. Nous aussi. Je ne peux pas dormir, alors je m'assois plutôt dans la chambre de Léo, tenant son dinosaure en peluche préféré. Les étoiles fluorescentes que nous avons collées à son plafond brillent toujours faiblement. Je sors mon médaillon et l'ouvre pour voir son visage souriant. Demain est pour toi, mon pote, je murmure à sa photo. Pour ton héritage. Pour la première fois depuis que le shérif a frappé à ma porte, je ressens quelque chose au-delà de la peur ou de la détermination. Je me sens prête. Le lendemain matin, j'entre dans la salle d'audience la tête haute, flanquée de Maître Duval, Angela et des parents de Marc. Le bois poli et l'atmosphère solennelle me rappellent une église, un temple où la vérité devrait avoir plus d'importance que la performance. Victoire, mes parents et Margot sont assis de l'autre côté, leurs visages affichant des expressions de préoccupation habituelles. Mon estomac se noue alors que je prends place. Cela fait 48 heures que le shérif m'a notifié des papiers affirmant que je suis mentalement inapte à gérer mes propres affaires, sans parler de l'héritage de mon fils. Maître Duval me serre doucement le bras alors que nous nous installons à la table des accusés. Levez-vous tous pour l'honorable juge Marion Dubois. Une femme au visage sévère d'une 60aine d'années entre, ses cheveux argentés tirés en un chignon strict. Elle examine la requête d'urgence les yeux plissés avant de s'adresser à la salle d'audience. Ce sont des allégations graves. J'attends des deux parties qu'elle présente des preuves, pas de l'émotion. Son regard balaie les deux tables. Maître Lemoine, vous pouvez commencer pour les requérants. Maintenant. Des murmures s'élèvent. L'avocat de ma famille se lève, son costume coûteux et sa posture confiante reflétant leur certitude de gagner. Votre honneur, il s'agit d'une famille qui essaie désespérément d'aider une fille et une sœur qui est en train de sombrer après une perte inimaginable. Il se dirige vers le banc, présentant des documents avec une solennité habituelle.
Mademoiselle Dubois a exhibité des comportements préoccupants depuis le décès de son fils. Des décisions financières erratiques. L'isolement. Le refus d'accepter l'aide de ceux qui l'aiment le plus. Je serre les poings sous la table alors qu'il continue de me dépeindre comme instable et dangereuse pour moi-même et pour l'argent de Léo. Quand Margot monte à la barre, ma poitrine se serre. Amélie a changé pendant la maladie de Léo, témoigne-t-elle, évitant mes yeux. Elle est devenue obsessionnelle avec les traitements, paranoïaque que les médecins manquent quelque chose. Elle m'appelait à 3 heures du matin, hystérique. Le souvenir de ces nuits me transperce assise au chevet de Léo à l'hôpital, terrifiée alors que sa fièvre montait en flèche, tendant la main à quelqu'un que je croyais être mon ami. Mon isolement n'était pas de la paranoïa, c'était un abandon de la part des personnes qui témoignent contre moi maintenant. Ma mère prend ensuite la barre, essuyant des larmes qui apparaissent sur commande. Nous avons le cœur brisé de la voir se détruire elle-même. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de protéger notre fille quand elle ne peut pas se protéger elle-même. L'expression de la juge s'adoucit devant la performance de ma mère. Une vague froide de peur me submerge. Elle mord à leur hameçon. Puis Maître Duval se lève, et tout change. Votre honneur, ce dont nous sommes témoins aujourd'hui n'est pas de la préoccupation, mais du calcul. Sa voix remplit la salle d'audience d'une autorité tranquille. Mademoiselle Dubois ne s'est pas autodétruite, elle a été systématiquement ciblée par des membres de sa famille qui l'ont abandonnée pendant la maladie de son fils mais sont soudainement apparus lorsqu'ils ont appris l'existence de son fonds de fiducie. Ils commencent à démanteler méthodiquement leurs dossiers, présentant des dossiers hospitaliers complets qui retracent chaque rendez-vous auquel j'ai assisté, chaque décision de traitement que j'ai recherchée et approuvée, chaque nuit que j'ai passée à dormir sur une chaise d'hôpital. Maintenant, j'aimerais appeler mademoiselle Catherine Leroux, administratrice des dossiers hospitaliers. Une femme d'âge moyen aux yeux gentils prend la barre et confirme ce que Maître Duval soupçonnait. Notre système montre que mademoiselle Victoire Dubois a accédé aux dossiers médicaux complets de Léo il y a 2 semaines, en utilisant un formulaire de contact d'urgence obsolète. Cela constitue une grave violation de la vie privée. Victoire s'agite inconfortablement sur son siège alors que des chuchotements se propagent dans la salle d'audience. Angela témoigne ensuite, sa voix ferme portant des décennies de sagesse. J'ai vu Amélie prendre soin de ce garçon tous les jours. Quand il ne pouvait pas garder la nourriture, elle a cherché ce qui pourrait aider et est restée éveillée pour apprendre à préparer des repas qui ne le rendraient pas malade. Quand il avait peur des traitements, elle a créé des histoires de super-héros pour l'aider à comprendre ce qui se passait. Ses yeux rencontrent les miens. Je ne l'ai jamais vu fléchir une seule fois. Le père de Marc, Robert, prend ensuite la barre. Bien que nous n'ayons jamais été proches, son témoignage est clair et certain. Mon fils a établi ce fonds de fiducie avec des instructions explicites. Il m'a dit, « Papa, s'il arrive quelque chose à Léo, Amélie reçoit tout. » Elle a sacrifié sa carrière, ses économies, tout pour lui donner les meilleurs soins possibles. Elle honorera sa mémoire mieux que quiconque. L'expression de la juge a changé, ses yeux plus vifs, plus concentrés sur ma famille maintenant. Votre honneur, dit Maître Duval, j'aimerais présenter une dernière preuve. Il diffuse l'enregistrement de sécurité de la nuit dernière, la visite inopinée de Victoire à mon domicile. Sa voix remplit la salle d'audience. Nous détruirons complètement votre réputation. Tout le monde saura à quel point vous êtes instable. Ma réponse calme suit. Je pense que vous devriez partir maintenant, Victoire. Les vraies couleurs de Victoire émergent dans ces mots suivants. Tu penses mériter cet argent? Tu as toujours été un fardeau. Le visage de ma sœur rougit profondément. La main de ma mère se porte à sa bouche. Mon père regarde droit devant lui, la mâchoire serrée. La juge appelle une suspension de 15 minutes. Quand elle revient, Victoire tente de parler, mais la juge Dubois la fait taire d'un geste sec. Maître Duval, avez-vous des preuves supplémentaires? Maître Duval hoche la tête. Une dernière pièce à conviction, votre honneur. Il diffuse un enregistrement audio de notre réunion au café. Les voix sont limpides. Ma mère, une fois que la tutelle sera approuvée, nous pourrons régler la situation de l'hypothèque de Victoire. Victoire, et les réparations de la maison de plage. L'entrepreneur a besoin de 50 000 € d'ici le mois prochain.
Mon père, une fois que nous aurons la tutelle, nous pourrons utiliser l'argent comme nous voulons. Amélie n'aura rien à dire. La salle d'audience se tait. L'avocat de ma famille déplace des papiers sans but, manifestement peu préparé à cette révélation. La juge Dubois appelle une autre brève suspension. Quand elle revient, son expression s'est durcie comme du granit. J'ai examiné toutes les preuves et les témoignages dans cette affaire. Ce tribunal ne trouve aucune base pour la demande de tutelle d'urgence. En fait, ce que je vois est profondément troublant, une tentative coordonnée d'exploiter une mère en deuil à des fins financières. Victoire commence à protester, mais la juge la coupe. Madame Victoire Dubois, je vous suggère fortement de garder le silence. Ce tribunal rejette la demande avec préjudice, ce qui signifie que les requérants ne peuvent pas la redéposer sur ses motifs. De plus, j'ordonne une enquête sur d'éventuelles parjures de Margot Lefebvre et Charles et Éliane Dubois, dont les témoignages contredisent directement les preuves documentées. La juge poursuit, chaque mot frappant comme un coup de marteau. J'accorde une ordonnance restrictive immédiate interdisant à tous les requérants de contacter Amélie Dubois. Le fonds de fiducie sera débloqué immédiatement et sécurisé contre de futures contestations. Le sang-froid de Victoire se fissure enfin. Son visage se contracte alors qu'elle tente de maintenir sa dignité tandis que ses plans s'effondrent. Ma mère se met à pleurer de vraies larmes cette fois. Mon père regarde droit devant lui, son expression figée dans l'incrédulité. Madame Dubois, dit la juge, me regardant directement, ce tribunal estime que vous avez agi avec une force et une clarté remarquables lors d'une perte inimaginable. Votre fils serait fier de la façon dont vous avez protégé son héritage. Mes parents et Victoire se lèvent, tentant de m'approcher, mais un huissier s'interpose entre nous, faisant respecter la nouvelle ordonnance restrictive. Maître Duval se tourne vers moi, son comportement professionnel s'adoucissant. Le système a fonctionné aujourd'hui, Amélie. Justice a été rendue. Les yeux d'Angela brillent de larmes. Léo serait si fier de vous, ma chère. Les parents de Marc m'embrassent, sa mère murmurant, vous avez honoré notre petit-fils et notre fils aujourd'hui. Alors que je quitte la salle d'audience, je touche la photo de Léo dans mon médaillon. Le petit cadre en argent contient sa dernière photo d'école souriant malgré la perte de ses cheveux à cause de la chimio, ses yeux brillants de la détermination qu'il a portée pendant 18 mois de combat. Des journalistes attendent dehors, micro tendu. Il y a un mois, j'aurais baissé la tête et passé mon chemin en vitesse. Aujourd'hui, je m'arrête. Madame Dubois, comment vous sentez-vous après la décision du tribunal ? Je redresse mes épaules, me sentant plus forte que je ne l'ai été depuis le jour où nous avons reçu le diagnostic de Léo. Aujourd'hui, justice a été rendue pour mon fils. Alors que les flashs crépitent, je marche vers l'avenir que Léo aurait voulu pour moi, un avenir où sa mémoire n'est pas seulement préservée, mais honorée par la force qu'il m'a aidé à découvrir. Le fonds de fiducie n'est pas seulement de l'argent, c'est son héritage, et j'ai prouvé que j'étais digne de le protéger. Le conseiller financier fait glisser un dossier sur son bureau en acajou. Ces options d'investissement permettraient de créer un financement durable pour le programme de bourse tout en préservant le capital, explique-t-il. J'étudie les chiffres, plus intimidé par le jargon financier. Une semaine après l'audience, et déjà le monde semble différent. La bourse de recherche en hématologie pédiatrique doit être entièrement financée, dis-je en tapotant la proposition. C'est non négociable. Le conseiller hoche la tête, prenant des notes. Et l'ordonnance restrictive ? Tiens bon. Ils ne peuvent pas approcher à moins de 1000 mètres. Ma voix ne tremble plus lorsque je mentionne ma famille. Étrange comme la famille est rapidement devenue un terme administratif plutôt qu'émotionnel. Le journal local a publié un article en première page hier. Mère disculpée dans la bataille pour le fonds de fiducie. J'ai reçu des dizaines d'appels et de messages de soutien. Même le fiancé de Victoire a appelé pour s'excuser avant d'annoncer que leur fiançailles était annulée. Mes parents font face à d'éventuelles accusations de parjure, et Margot a été licenciée après que son témoignage enregistré ait circulé sur son lieu de travail. Quand je quitte le bureau du conseiller, Angela m'attend dans sa vieille Buick, la fenêtre baissée malgré le froid de l'automne. « Tout est prêt ?» demande-t-elle. « Tout est prêt. » Je me glisse sur le siège passager, me souvenant de tous ces trajets vers et depuis l'hôpital avec Léo.
Comment Angela apportait des thermos de soupe maison quand la nourriture de la cafétéria devenait insupportable. Comment elle s'asseyait avec lui pendant que je prenais une douche ou que je faisais une sieste. Je n'ai jamais cru que je pourrais faire ça, j'avoue en conduisant. Leur tenir tête. Créer quelque chose de durable. Angela me tapote la main. Je le savais. Dès l'instant où vous avez placé cette figurine d'action dans sa tombe et que vous avez fait cette promesse. Cette nuit-là, je dors paisiblement pour la première fois depuis le diagnostic de Léo. Pas de cauchemar de couloir d'hôpital ou de machine bipant. Au lieu de cela, je rêve de Léo riant, entier et fort, courant à travers des champs ensoleillés. Maître Duval appelle le lendemain matin. Les documents de la fondation sont déposés. Le fonds de fiducie est bien verrouillé, même la Cour suprême ne pourrait plus y toucher maintenant. Mes voisins organisent un 1000 trains. Chaque soir, quelqu'un apparaît à ma porte avec des gratins, des soupes, du pain frais. De petites gentillesses qui m'auraient submergé de gratitude auparavant, mais qui maintenant sont comme une confirmation de quelque chose que je commence lentement à comprendre. La famille n'est pas toujours le sang. Je sors une photo de Léo, pas une photo d'hôpital, mais une d'avant, à la plage, son sourire large sous une casquette de baseball. Pour la première fois, je peux la regarder sans fondre en larmes. Je sais quoi faire de ton héritage maintenant, mon pote, je murmure. 6 mois plus tard, je me tiens dans l'unité d'hématologie pédiatrique où Léo a passé tant d'heures. Les murs sont plus lumineux maintenant, peints de scènes sous-marines que Léo aurait adorées. Une plaque près du poste de l'infirmière indique, elle commémorative Léo Dubois. Une jeune infirmière s'approche, tendant la main. Je suis Jennifer Dupont, la première boursière Léo Dubois. Je ne vous remercierai jamais assez pour cette opportunité de me spécialiser en hématologie pédiatrique. Léo aurait été ravi, je dis, et je réalise que je souris en parlant de lui. Pas le sourire tendu et douloureux de quelqu'un qui retient ses larmes, mais une expression de joie authentique à son souvenir. Il voulait être médecin un jour. La fondation fait une telle différence, dit Jennifer. 3 familles ont déjà reçu une aide au logement d'urgence. La fondation L'Héritage de Léo soutient maintenant les familles confrontées aux mêmes batailles que nous avons menées, couvrant les dépenses que l'assurance ne couvre pas, fournissant un logement d'urgence près des hôpitaux, finançant des formations spécialisées pour les infirmières pédiatriques. Chaque réunion du conseil d'administration apporte de nouvelles possibilités d'étendre notre portée. Angela est la coordinatrice des bénévoles, organisant un réseau de personnes qui fournissent des repas, des transports et des gardes d'enfants aux familles avec des enfants hospitalisés. Maître Duval gère toutes les questions juridiques pro bono, assurant la stabilité de la fondation. Vous avez créé quelque chose de beau à partir de quelque chose de tragique, me dit la mère de Marc lors de sa visite mensuelle. Elle et son mari sont devenus des défenseurs des grands-parents, aidant d'autres grands-parents à naviguer dans le système médical lorsque leurs petits-enfants tombent malades. Je me retrouve à parler lors de groupes de soutien, à encadrer des parents novices dans le monde terrifiant des maladies chroniques infantiles. La première étape est de croire que vous pouvez le faire, je leur dis, la seconde est de savoir que vous n'avez pas à le faire seul. Ma voix ne tremble plus lorsque je parle en public. Mes mains ne tremblent plus lorsque je signe des documents. La femme qui se tenait figée devant la tombe de son fils est devenue quelqu'un d'autre, entièrement quelqu'un de plus fort, quelqu'un dont Léo serait fier. Un an jour pour jour après les funérailles de Léo, je retourne au cimetière. Le chemin est différent sous mes pieds, ce n'est plus une marche vers un chagrin insupportable mais une visite résolue à un lieu de connexion. Je dépose des fleurs fraîches près de sa pierre tombale, traçant les lettres de son nom avec mon doigt. Le soleil du matin réchauffe le granit. Excusez-moi, interpelle une voix. Une femme s'approche avec une petite fille d'environ 7 ans, lui tenant la main. Êtes-vous Amélie Dubois? Je hoche la tête, me levant pour les saluer. Je suis Sarah Moreau. Voici ma fille, Emma. Les yeux de la femme brillent de larmes retenues. Emma a été diagnostiquée avec la même condition que votre fils l'année dernière. Le spécialiste financé par votre programme de bourse a trouvé un protocole de traitement qui a fonctionné quand rien d'autre ne le faisait. L'héritage de votre fils a sauvé la vie de ma fille. Emma s'avance, timide mais déterminée. Merci de m'avoir aidé à aller mieux. Je m'agenouille à son niveau, voyant dans son visage l'avenir que Léo n'a jamais eu.
De rien, Emma. Debout à nouveau, je raconte l'histoire de Léo non pas avec douleur mais avec fierté. Me battre pour son héritage m'a transformée, j'explique. J'ai trouvé une force que je ne savais pas que j'avais. Sarah écoute attentivement. La fondation s'agrandit. Oui. Nous finançons la recherche sur les troubles sanguins rares à partir du prochain trimestre. Angela rejoint officiellement le conseil d'administration, et Maître Duval structure les subventions de recherche. Les parents de Marc dirigent le programme de défense des grands-parents. Quand elles partent, je fouille dans ma poche et en sors la figurine d'action préférée de Léo, la même que j'avais placée dans sa tombe il y a 1 an. L'employé du cimetière me l'avait rendue après le service, comprenant mon regret immédiat de m'en être séparée. Je la dépose délicatement contre sa pierre tombale. J'ai tenu ma promesse, Léo. Ton héritage est sûr et grandit chaque jour. Debout au même endroit où je me sentais autrefois totalement abandonnée, je suis entourée de la présence de ceux qui sont devenus ma vraie famille, non liés par le sang mais par quelque chose de plus fort, le choix, la loyauté et l'amour. La famille qui compte n'est pas toujours celle dans laquelle on est, dis-je doucement à Léo. C'est celle qui se tient à tes côtés quand tu en as le plus besoin. Alors que je retourne à ma voiture, le soleil du matin réchauffe mon visage, je réalise quelque chose de profond. Parfois, la plus profonde trahison mène à la transformation la plus puissante. Je ne me contente pas de survivre maintenant, je vis la vie qui honore tout ce que Léo m'a appris sur le courage.